Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes face à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est toujours la même question, êtes-vous prêt ou prête pour l'impact? Aujourd'hui, je reçois Caroline Néron, la directrice générale du mouvement Impact France. Pour démarrer cette émission, je recevrai Jérémy Viel, directeur général du cabinet de conseil de formation MySésame. Il nous parlera d'un programme de formation pour les salariés du Club Med sur ces enjeux de RSE. Dans notre débat, on parlera d'économie circulaire et d'inclusion avec le manifeste pour une économie circulaire durable publié par le réseau Envie. On verra notamment que l'électroménager reconditionné gagne du terrain. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Cyclamen et ses solutions de recyclage des métaux non ferreux. Voilà pour les titres. C'est un Smart Impact en format XXL que je vous propose tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Jérémy Viel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général du cabinet de conseil et de formation MySésame. On va parler notamment de ce programme auprès des salariés du Club Med sur ces enjeux de RSE. Mais d'abord, présentez-nous MySésame. Bien sûr. MySésame, c'est un cabinet de conseil et de formation sur les enjeux de transition. Ouais. On a rejoint le groupe KEA il y a 2 ans maintenant. Et notre mission, c'est d'enclencher la bascule des équipes dirigeantes et des collaborateurs sur les sujets sociaux et environnementaux pour les encourager à faire pivoter leurs organisations. Donc on est des experts des enjeux de pédagogie pour la transition. La bascule, elle commence par la direction générale ? Et elle ne sert pas à grand-chose si on n'embarque pas les salariés, mais elle commence par la direction générale ? Elle doit commencer par la direction générale, qui doit monter en termes de prise de conscience de manière homogène pour être en capacité de repositionner la responsabilité au centre de la stratégie de l'entreprise et de ne pas la laisser comme un objet à côté de cette stratégie. Ça fait 5 saisons qu'on travaille sur ces thèmes ici à Be Smart for Change. Et moi, je vois quand même en 5 ans, et je pense que c'est encore plus vrai si on remonte à une décennie, la RSE, c'était entre guillemets de la com, parfois un peu cosmétique. Maintenant, c'est stratégique. C'est exactement ce que vous portez ? Oui, on pense que c'est un prérequis pour pouvoir faire pivoter l'entreprise et l'inscrire dans une trajectoire de ce qu'on appelle l'économie souhaitable chez KEA. Et donc, sans engagement de la direction, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on garde une RSE qui est satellite par rapport au business de l'entreprise. Mais est-ce que c'est toujours vrai avec des vents contraires qui se lèvent par exemple aux États-Unis ou même tenons compte de ce que les électeurs européens ont dit au dernier scrutin ? Alors l'actualité est assez compliquée effectivement pour la RSE, on sent un petit vent contraire. Ce qu'on porte chez MySésame et aussi au niveau du groupe KEA, c'est vraiment la volonté d'accompagner nos clients pour qu'ils gardent le cap qu'ils se sont fixés et de toute façon d'avoir une volonté qui va au-delà de la réglementation. Et donc quelles que soient les fluctuations qui concernent la réglementation, garder ce cap de responsabilité qu'ils se sont fixés pour faire de l'Europe un pionnier sur ce sujet. Pourquoi la formation, et là j'en viens peut-être plus à la formation générale, la formation des salariés, c'est un levier de transformation ? Alors, si la stratégie est définie au niveau de l'équipe dirigeante, son opérationnalisation dépend exclusivement de l'embarquement des collaborateurs. Donc, sans les collaborateurs, il ne se passe rien. Et donc, c'est extrêmement important de passer d'un collaborateur qui sait peut-être qu'il y a une stratégie de responsabilité, c'est pas tellement ce qu'il y a dedans, à un collaborateur qui a été formé aux enjeux dans leur systémie, à la façon dont l'entreprise est concernée par ces enjeux, sous l'angle de la double matérialité. Donc, comment est-ce que nous, on contribue au problème et comment on sera victime des conséquences du problème. Et puis, qu'est-ce que l'entreprise a mis en place pour répondre à ces enjeux. Et comment moi, collaborateur, je peux m'impliquer là-dedans. Et donc, c'est un vrai élément aussi de réengagement des collaborateurs. Et de fidélisation. Et de fidélisation. On peut aussi être un peu, en termes d'efficacité de marque employeur, de capacité à garder les talents, ça joue. C'est une évidence. Bon. Sur le secteur du tourisme, on commence à se concentrer là-dessus. On va parler du Club Med. Ce chiffre, 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre viennent du secteur du tourisme. Alors, là encore, il y a toujours des équations très compliquées. On pourrait parler uniquement du secteur aérien, mais sur le tourisme, ce bilan, il repose d'abord sur les déplacements. Bon, on ne va pas interdire aux humains de se déplacer et d'aller découvrir d'autres pays.
Alors, vous avez raison. Si on fait un pas de côté, on s'aperçoit que pour respecter par exemple les accords de Paris, parce que vous parliez du climat, mais qui n'est pas le seul sujet. Bien sûr, il y a la biodiversité, il y a beaucoup d'autres thèmes. Ouais. Exactement. Toutes les industries doivent réduire fortement leurs impacts sur l'environnement. L'industrie du tourisme touche à beaucoup d'enjeux différents. Donc on a le changement climatique, on a la biodiversité, on a la raréfaction des ressources. Pourquoi ? Parce que dans le tourisme, évidemment, il y a la mobilité que vous citiez, il y a le bâtiment, en construction, en chauffage, en climatisation, il y a l'alimentation, il y a les déchets. Donc on touche à beaucoup de choses dans le tourisme. Et sur chacun de ces enjeux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de leviers à activer qui permettent d'entrevoir une façon encore plus responsable de faire du tourisme. Je suis d'accord avec vous, mais le levier principal, c'est le déplacement. Le déplacement. C'est comme pour un événement, un grand concert, un match de foot, j'en passe et des meilleurs. C'est d'abord le déplacement du public. Tout à fait. Et je pense que dans le tourisme, il y a un mouvement maintenant qui fait que ces entreprises maintenant intègrent le déplacement dans leur vision, alors qu'auparavant on pouvait se dire en fait le client il vient chez nous, puis c'est à partir du moment où il est chez nous qu'on commence à considérer. Donc elles intègrent des propositions alternatives à l'avion par exemple, quand c'est possible évidemment, parfois c'est impossible. Oui, tout à fait, il y a des réflexions de manière générale sur est-ce que l'idée qu'on a d'un tourisme qui est le meilleur, c'est celui où on va loin le plus fréquemment possible. Est-ce qu'on peut remettre ce discours un petit peu en question ? Le voyage fait partie des vacances, donc accepter de prendre un peu plus de temps sur la route ou dans un train plutôt que de prendre un avion pour faire le même trajet en 3 heures. Il y a ce discours-là, effectivement. Alors venons, il nous reste 5 minutes, à ce que vous avez proposé au Club Med, parce que c'est une grosse machine, le Club Med. Combien de personnes à former et puis peut-être combien de métiers différents ? Comment on embarque tous ces gens-là ? Alors, les équipes de MySesame partent d'un constat qui est de dire qu'il faut accompagner tous les collaborateurs de la même façon. Et donc, ce qu'on a proposé au Club Med, qui avait vraiment la volonté d'embarquer ses collaborateurs, y compris sur des questions qui fâchent, comme par exemple le transport aérien, eh bien, c'était de les former, comme je le disais tout à l'heure, sur d'abord les enjeux génériques, pour les faire monter en termes de sensibilisation, et ensuite, comment est-ce que l'entreprise répond aux matérialités et aux enjeux qui la concernent. Et donc, ce qu'on leur a proposé, c'était de repartir du concept de la fresque du climat, fresque de la biodiversité, et de concevoir une fresque sur mesure qui soit vraiment dédiée aux enjeux du Club Med et qui aille intégrer dans ce jeu l'ensemble de la stratégie, à la fois sur ce qui a déjà été fait et qui va générer de la fierté chez les collaborateurs, et puis sur tout ce qui reste à faire, qui va générer là de l'engagement et de la motivation. Et l'objectif de cette formation, qui est en format qu'on appelle Train the Trainer, c'est-à-dire que ce sont les collaborateurs du Club Med, de la RSE ou de la formation qui vont dispenser cette formation dans l'ensemble à la fois des resorts et pour les populations bureaux. L'enjeu, c'est que tout le monde, donc 10 000 collaborateurs, puissent être formés avec cette formation qui a un aspect à la fois donc systémique dans l'approche des enjeux et ludique dans la façon de le faire. Donc ça prend combien de temps ? C'est des formations d'une demi-journée qui sont dispatchées un peu partout. 10 000, je sais pas, je me dis 10 000 personnes à former. Vous faites ça en 1 an, en quelques mois Non, ça s'étale plutôt sur plusieurs années. Oui, c'est ça. Ouais. Et ce sont des formations qui se font en petits groupes pour garder un aspect d'intelligence collective et de partage. Donc généralement, mais est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde parle quand même le même langage, arrive au même niveau de prise de conscience si on travaille uniquement par petits groupes ? Oui, absolument. C'est ce qu'on essaye de faire dans cette formation, qui a à la fois cette fameuse fresque sur mesure et en plus de ça, une conférence interactive qui permet d'abord d'introduire un peu les sujets, et on enchaîne ensuite avec un atelier d'appropriation où là, on va donner la parole aux collaborateurs pour qu'ils puissent exprimer leurs freins, leurs doutes, ce dont ils ont besoin pour pouvoir avancer et les sujets sur lesquels ils pensent pouvoir contribuer. Est-ce que vous pouvez dispenser les mêmes informations et les mêmes exigences partout sur la planète ? Parce que moi, je me souviens de discussions avec des représentants de groupes internationaux qui disent parfois, quand on discute avec nos représentants dans d'autres pays qui sont plutôt des pays en développement, ils disent vous êtes bien gentils avec vos enjeux de RSE, mais nous, on a besoin de croissance et on a besoin de se développer. Donc, est-ce qu'il y a des messages qui passent plus difficilement dans certaines régions de la planète ? Alors, ou qui sont moins, où on vous dit mais c'est pas prioritaire pour nous ?
La culture est effectivement différente en fonction des régions. De manière générale, je pense que quand on est sur le terrain avec des collaborateurs qui sont sur le terrain tous les jours dans le domaine du tourisme, on va davantage accentuer le discours sur les déchets, par exemple, le gaspillage alimentaire, parce que là, ils ont vraiment la main et ils voient ce qui se passe. Et donc, ils peuvent être davantage acteurs sur ces sujets que, par exemple, sur le changement climatique. Et donc, on va comme ça, lorsque l'animateur organise cette formation, il va pouvoir choisir les sujets sur lesquels il va vouloir accentuer le discours. Et quelque part, comme ça se fait en intelligence collective, les collaborateurs eux-mêmes vont aborder davantage certains sujets que d'autres. Et donc, cet animateur, c'est un sachant non expert, et il est en capacité de dire aux collaborateurs aussi, je ne suis pas expert de ce sujet-là, mais je vais vous donner des ressources pour pouvoir en savoir plus. En dehors du levier des transports dont on a déjà parlé, il y a d'autres leviers plus efficaces que d'autres à activer dans une organisation comme le Club Med pour améliorer son bilan carbone, son impact sur la biodiversité, etc. etc. Je commencerai par la prise de conscience. C'est-à-dire que quand on nous impose des actes dans notre quotidien dont on ne comprend pas la finalité, c'est vécu comme une contrainte. À partir du moment où on embarque le collaborateur dans une vision systémique des enjeux et de montrer à quel point l'entreprise est concernée par ces enjeux, ça devient quelque chose de naturel et qui est beaucoup plus efficace à appliquer au quotidien. Mais dernier thème, par exemple, si on parle des déchets, prise de conscience, volonté de peut-être produire moins de déchets ou de mieux les trier, les recycler. Si on est dans un pays ou dans une région où il n'y a pas une filière de recyclage efficace, à quoi ça sert? Vous voyez les limites de l'exercice en fonction quand on est dans un cadre aussi vaste que celui du Club Med. Alors le recyclage, c'est un excellent exemple. Le recyclage aujourd'hui, ça marche, mais pas tant que ça. Quand on regarde au niveau monde, le taux de recyclage il est quand même assez faible. Donc il y a un enjeu qui est avant tout la sobriété sur ces sujets et un accompagnement de la culture des clients à peut-être se tourner un peu plus vers des fontaines qui sont mises à leur disposition plutôt que vers des bouteilles en plastique. Et donc, le premier enjeu, c'est la sobriété. Et celui-là, il peut s'appliquer dans n'importe quelle région du monde. Merci beaucoup, Jérémy Viel. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Comment concilier économie circulaire et inclusion? Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Guillaume Ballas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général du réseau Envie. Tommy Héon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du pôle économie circulaire et environnement du groupe Esti. On commence par présenter ce réseau. Envie, vous êtes déjà venu dans cette émission, Guillaume Ballas, mais je veux bien que vous nous redisiez en quelques mots de quoi il s'agit. Oui, en quelques mots, donc, nous sommes des entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc on remet le pied pour les gens dans l'économie et dans l'emploi. Pour ceux qui en sont éloignés, on a 53 entreprises aujourd'hui en France qui appartiennent au réseau. Ils ont fondé une fédération, la Fédération Envie, et on travaille dans l'économie circulaire. C'est notre support d'activité. Donc on fait plein de choses, mais principalement dans l'électroménager. Voilà, donc on est leader aujourd'hui, à la fois sur la logistique de déchets, d'équipements électriques, électroniques, mais aussi sur la question du reconditionnement d'appareils électroménagers. Et on détaillera évidemment ces enjeux et les actions qui sont menées au sein de ce réseau. Le groupe Esti, alors vous allez nous expliquer, c'est lié au réseau Envie, il faut bien comprendre de quoi on parle. Oui, le groupe Esti, alors c'est un groupe qui est récent, parce qu'il date de janvier 2022 en termes de création, et c'est la fusion d'un groupe Envie 44 du coup, qui était implanté sur Saint-Herblain, et d'un groupe vendéen, Soltis, ensemblier d'insertion sur d'autres activités. Ça veut dire quoi, un ensemblier d'insertion? Alors c'est un ensemble de petites structures qui toutes portent une activité d'insertion et un support d'activité propre, qui peuvent être de la réparation de palettes, qui peuvent être du maraîchage, qui peuvent être diverses activités. Donc on a créé un ensemblier et une fusion entre ce qui était Envie 44 et ce qui était le groupe Soltis en Vendée. Pourquoi cette fusion était importante, intéressante pour vous? La fusion, elle a eu... c'est d'abord une histoire d'hommes, deux personnes qui se connaissaient, deux dirigeants qui travaillaient ensemble de longue date et qui ont eu la vocation de vouloir créer quelque chose de plus grand pour être aussi bien reconnu. L'objectif, c'est que l'insertion soit reconnue sur nos territoires de plus en plus et qu'on sorte d'un modèle qui était historiquement plutôt des petites associations ou des petites structures de territoire. Là, c'est un ensemblier de petites structures, donc
plus reconnus. Ouais. Est-ce qu'il y a ce besoin de, ce que j'entends là, un peu de passer à l'échelle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de grandir. Il y a des petites structures, chacune peut-être très efficace à son niveau, mais est-ce qu'il y a un besoin de passer à l'échelle? Alors là, il faut expliquer quelque chose, c'est qu'il y a deux entrées, entre guillemets, pour définir ce qui est envie. Il y a une entrée qui est une entrée économie circulaire, très forte. Et donc là aussi, on pourrait parler, en passant par ce raisonnement-là, de passage à l'échelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un passage à l'échelle dans l'économie circulaire? Comment on travaille avec d'autres acteurs sur le sujet? Et puis, il y a, j'allais dire, la vue historique et le biais historique de l'identité d'envie, qui est l'insertion. L'insertion, ouais. Et de ce point de vue-là, comme Tommy vient excellemment de le montrer sur le territoire nantais, c'est, et plus large, c'est la question de l'échelle pour l'insertion, pour les activités d'insertion. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'abord pour être reconnu par les pouvoirs publics, identifié, vu, etc., compté donc dans la discussion, mais aussi par les acteurs économiques. Je vais prendre un exemple qui est historique. Vous avez dans le Nord un très gros groupe d'insertion qui s'appelle Vitamine T. Eh bien, les activités d'économie circulaire dans l'électroménager de Vitamine T, c'est en vie. Vous voyez, parce qu'il y a eu ces besoins de fédération d'activités dans certains territoires, ce qui fait que vous êtes un acteur incontournable ensuite et que vous pouvez peser dans les décisions territoriales. Avec une levée de fonds annoncée, je crois, d'1,8 million €. Alors c'est intéressant parce que c'est des termes qu'on emploie plutôt pour des startups, etc. Et je trouve ça très bien qu'on en parle aussi dans un modèle d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que ce modèle, il séduit, d'après vous? Comment vous le ressentez, ça? Alors, oui, il séduit. On arrive à recruter, on arrive à se développer avec des difficultés. Ça reste des modèles économiques qui sont en construction. On vit des années parfois compliquées, des années parfois plus simples comme toute structure. Mais la levée de fonds, elle est aussi là pour nous permettre justement de passer certains caps. On reste des structures, des entreprises qui devront passer des caps pour pouvoir poursuivre le développement. Pérenniser nos postes, parce qu'on n'a pas encore trop parlé, mais on reste des structures d'insertion et un des enjeux, c'est clairement d'accueillir des publics éloignés de l'emploi, de les remettre en emploi et de les faire sortir vers l'emploi et vers les autres entreprises. Donc cette levée de fonds, elle nous permet de sanctuariser nos activités, tout simplement. Alors justement, on va détailler un peu ces deux pivots, ces deux leviers, à la fois le côté insertion et puis le côté économie circulaire. On terminera par là. Sur l'insertion, on l'a déjà dit, mais je veux bien qu'on fasse un peu de pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire éloigner de l'emploi? J'entends ces mots, je le comprends, mais dans le détail, Guillaume Balas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez notamment, on a aujourd'hui France Travail, tout le monde connaît, qui va avoir un certain nombre de personnes qui sont soit des chômeurs de longue durée, soit des personnes qui sont aux minima sociaux et qui sont tout à fait aptes ou volontaires pour retrouver un parcours qui les amène à l'emploi. Et pour ça, Pourquoi ils n'y arrivent pas via les structures classiques? Souvent parce qu'ils ont été, par exemple, pendant longtemps éloignés du marché de l'emploi, ou alors ils arrivent sur le territoire français, ils sont en situation régulière, mais ils n'ont pas d'entrée dans le marché du travail. Et c'est pour ça qu'on joue un rôle qui est extrêmement important de construction, j'allais dire, de la solidarité nationale. Parce qu'en réalité, on s'adresse aux gens qui sont depuis très longtemps sur des territoires dont les familles sont en France depuis très longtemps, qui ont connu notamment la désindustrialisation, par exemple, dans des territoires qui ont beaucoup souffert, des jeunes qui souvent n'ont pas de formation dans certains territoires, et on arrive à les amener par le travail en entreprise, à restructurer aussi souvent leur parcours, leur journée, leur capacité à anticiper l'avenir et donc à se projeter. Et ensuite à avoir un boulot qui est un boulot pérenne, j'allais dire plus traditionnel. Et c'est à ça qu'on sert nous. Et pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont en situation régulière, ça permet de leur donner une perspective sur le territoire national et qu'ils puissent réellement servir l'économie du pays tout en s'intégrant dans la société française. C'est pour ça que je pense que l'IAE, l'insertion par l'activité économique, a un rôle absolument majeur aujourd'hui de cohésion. C'est ça qui est fondamental. Un rôle de cohésion, peut-être aussi, on peut parler des bénéfices pour l'économie française, c'est-à-dire quelqu'un qui va retrouver un emploi, qui va de nouveau cotiser, etc., consommer, etc., Tommy. Vous voyez, si on s'appuie sur des parcours de vie des femmes et des hommes que vous accompagnez. Oui, alors des exemples, on en a tous les jours au quotidien et des belles réussites. Mais effectivement, on remet des personnes qui sont donc en situation d'exclusion, de chômage pour la majorité, voire de bénéficiaires du RSA, en emploi avec un salaire. On est dans le code du travail. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils ont un salaire.
Ils consomment généralement sur le territoire. Le fait de pouvoir bénéficier d'un salaire, on remet une dynamique économique sur un territoire. C'est des emplois non délocalisables. Clairement, ce sont des personnes du territoire qui viennent travailler sur des territoires. Et on est sur des petits périmètres. À chaque fois, on parle de villes ou de petites métropoles. Et in fine, grâce au parcours, à la reprise de confiance en soi, à l'apprentissage, au travail qui est fait à côté, parce qu'on a de l'accompagnement, on a des taux de sortie vers l'emploi, vers la formation, qui sont intéressants. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que votre job, c'est de ne pas de faire en sorte qu'ils vous quittent? Alors si, c'est un peu schizophrénique en tant qu'employeur, on recrute pour qu'ils s'en aillent. Et on forme, et nos encadrants, en fait, ce sont avant tout des formateurs. On forme des gens à un emploi technique, parce que quand on parle d'envie, on parle de réparer des machines à laver. Personne, dans les salariés qu'on recrute, personne n'a jamais démonté une machine à laver avant. Donc on les forme à ça, à la réparer, et ensuite à sortir vers un emploi pérenne. Ça prend combien de temps? Ça dépend des gens, j'imagine, mais ça dépend des parcours, des vies cassées ou pas, etc. etc. quoi. Il y a une règle légale, c'est 24 mois maximum. D'accord. Donc c'est court, parce qu'il y a des problématiques sociales à régler, il y a des problématiques diverses qu'on doit régler, plus l'apprentissage du métier. Donc c'est très court, et on est, nous, sur des temps moyens de parcours plutôt autour de 13-14 mois. Et des taux de sortie, on arrive à envoyer vers l'emploi ou vers la formation 60-70% des personnes qui rentrent chez nous. Et alors sur le pilier économie circulaire, Guillaume Ballas, on va parler de l'électroménager beaucoup là, mais le reconditionner, quelle place il prend? Est-ce qu'il gagne du terrain là, si on regarde sur 4-5 ans par exemple? Oui, bon, ça il a pris énormément de terrain sur 4-5 ans, ça c'est une évidence, mais on peut penser qu'on est encore un peu en dessous. Moi j'aimerais faire le lien avec la situation géopolitique telle qu'elle est. On va avoir aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de matière en France, donc il va falloir la conserver, cette matière. Oui, on est bien d'accord. Et une des manières de conserver cette matière, c'est évidemment de faire en sorte de réparer, de reconditionner les appareils que nous avons chez nous et de les réutiliser. Et de ce point de vue-là, nous savons qu'il y a des réflexions aujourd'hui, évidemment, au niveau gouvernemental, c'est pas une grande nouvelle, mais on sait que plus spécifiquement sur la question de l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi, il y a des réflexions ministérielles. On espère bien qu'il y aura une bonne compréhension de l'intérêt du reconditionnement aujourd'hui, évidemment pour des raisons écologiques, ça c'est le grand combat qu'on mène depuis maintenant plusieurs décennies, mais également sur cette affaire, j'allais dire, de géopolitique, où il faut assurer aujourd'hui à tous les foyers français un accès à un prix modéré, accessible, entre guillemets, à des équipements électroménagers. Or, il faut faire très attention, parce que si la situation se tend, il n'est pas évident que les chaînes d'approvisionnement ne soient pas plus difficiles. Est-ce que les grandes marques vous suivent? Ou est-ce qu'elles vous voient comme des concurrents, pour la gratter Les deux. Les grandes marques, en fait, ont pris en cours de route. Bon, nous, ça fait 40 ans qu'on fait du reconditionné. Eux, depuis la loi AGEC de 2020, ils se sont dit que, tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a des vrais efforts qui sont faits de leur part. Ils s'intéressent quand même plutôt à des produits de très haut de gamme, ce qu'on appelle la crème chez nous, parce que c'est là où ils font de la marge. Et donc, on n'a pas tout à fait la même approche. Donc, à la fois, on est dans une discussion franche avec eux, c'est-à-dire qu'il est hors de question que cette prédation sur les appareils à haute valeur ajoutée déstabilise un modèle où nous faisons 90% de la production. C'est-à-dire que si on nous déstabilise, ça veut dire qu'il n'y a plus de reconditionnement. C'est ça la conséquence. Et d'un autre côté, on est ouvert à travailler avec eux, parce qu'on pense qu'ils ont des capacités d'investissement qui sont aussi intéressantes et qu'on a sans doute des choses à construire, de travail, par exemple, pour autrui de notre part, etc. Il y a des expérimentations qui sont faites. Nantes, d'ailleurs, Envie 44 a participé à ces expérimentations. Elles ne sont pas totalement encore concluantes, mais on va y arriver. Avec évidemment la question du prix. Pour le coup, alors là, je me place du côté du consommateur. C'est quelle différence de prix quand on achète de l'électro? Alors évidemment, ça va dépendre du type de machine, etc., etc. Mais ça peut être quoi, 50%, 60% d'économie? Oui, on peut être entre 30 et 60% en fonction de différents critères. Par contre, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est de comparer des choses qui sont comparables et des machines qui ont vraiment les mêmes spécificités. On commence à être inondé, on est inondé depuis plusieurs années de machines qui arrivent d'Asie de l'Est, qui sont sur des prix neufs peut-être moins chers des fois que du reconditionné. Et ça nous met en difficulté. Le même phénomène que la fast fashion pour la mode, quoi. Exactement.
Ou alors sur les véhicules électriques. Ah oui, ça, on pourra en parler. Ou alors les panneaux solaires. Oui. Enfin, on peut vous faire une liste comme ça, pourrait faire une liste assez qui est longue. assez impressionnante. Dernière petite question, toujours sur le prix. Vous dites le reconditionné, ça a gagné du terrain, etc. Forcément, vous avez été boosté par la période très inflationniste qu'on a vécue. Est-ce que ça s'est calmé ? Je ne sais pas si on a été boosté par la période inflationniste. Je pense qu'on a eu surtout un beau moment au moment du Covid et dans le post-Covid, parce que les gens ont beaucoup rééquipé en fait leur maison, ils avaient le temps. Oui, c'est vrai. Et ensuite, la période inflationniste, finalement, a démontré qu'il n'y avait pas encore dans la tête des gens que le reconditionné pouvait être un refuge face au prix cher. Ah, il n'y a pas eu ce réflexe ? Pas vraiment. Ah, Il y a eu une assimilation de l'ensemble de l'électroménager en disant D'accord. bon bah là je vais pas me rééquiper. C'est pas le moment de le faire. C'est pas le moment de le faire. Mmh. Or, et ça c'est vraiment le message qu'on lance, ben non justement, nous le reconditionné, quand c'est un petit peu dur, on est à 30 à 60% en dessous du prix du neuf. Donc c'est le moment d'aller vers nous. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. On va continuer de parler d'économie sociale et solidaire. Prêt pour l'impact, une personnalité qui compte dans notre économie, 26 minutes d'entretien avec Caroline Néron aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale du mouvement Impact France. Alors forcément, vous deviez être invitée de cette rubrique. Hein. La question que je pose à chacun de mes invités, c'est est-ce que vous êtes prêt pour l'impact ? Je ne vais pas vous poser la question parce que ça semble une évidence, mais quel sens vous donnez à ce mot ? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement il a été utilisé, réutilisé un peu parfois n'importe comment. C'est justement pour ça qu'on a choisi de s'appeler Impact France parce que l'impact en économie c'est deux choses. La limitation de tous les effets négatifs qu'a aujourd'hui une entreprise. Donc comment elle est consciente des effets négatifs qu'elle a et elle travaille en transparence avec une stratégie pour les limiter au maximum en sachant que tout n'est pas possible, mais aussi c'est l'impact positif, c'est-à-dire comment aujourd'hui une entreprise aligne une stratégie qui peut avoir des effets positifs sur les enjeux écologiques, sur les enjeux sociaux, sur les différents objectifs de développement durable, et donc pas limiter son action à développer son business, mais avoir dans sa stratégie un développement d'impact aussi pour l'ensemble de la société. C'est une question d'ambition, ça, quand on parle d'impact positif, c'est-à-dire que déjà c'est très bien de limiter son impact négatif sur la biodiversité, sur le climat, etc. Mais c'est une question d'ambition quand on essaye d'aller plus loin, de positiver. C'est une question de stratégie. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, plein d'entreprises ont le droit de ne pas avoir une stratégie à impact. Mais effectivement, il y a un nombre important, et notre rôle, c'est qu'il y en ait de plus en plus, d'entreprises qui intègrent cet enjeu au cœur de leur business pour des enjeux sociétaux, mais aussi pour des enjeux purement business, en se disant que cet alignement entre leurs objectifs de rentabilité et leurs objectifs sociétaux au grand sens du terme vont pouvoir s'aligner. Et que s'ils sont désalignés, ça peut les mettre en risque d'une certaine manière. Donc voilà, c'est la possibilité d'aligner sa stratégie sur des objectifs qui te dépassent, qui dépassent l'entreprise et en même temps qui vont la tirer vers le haut. Des objectifs aussi qui lui permettent de voir loin. Et la question d'accompagner une vision qui te permet de faire autre chose que de driver ton entreprise au mois, mais peut-être penser à sa pérennité plus tard, c'est aussi une question qui tient à cœur de plus en plus aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise. Et alors, vous avez créé le classement Impact 40-120, donc c'est une façon de recenser, et puis j'imagine aussi justement de susciter des vocations, des startups, peut-être potentiellement des licornes à impact. C'est quoi ? C'est une alternative au Next 40-120 déjà ? C'est l'idée de départ ? C'est exactement ça. Alors, dans l'impact, il y a effectivement des entreprises qui sont native, qui sont vraiment créées pour résoudre une problématique écologique et sociale, et notamment pas mal de startups qui sont plus ou moins bien repérées et qui ont pourtant une
très haute valeur ajoutée. L'enjeu, c'était justement comme la French Tech s'est extrêmement bien développée en France et a vraiment soutenu toute une dynamique de start-up très positive. Cette dynamique étant valorisée dans le Next 40 qui a fait école. L'intérêt. Et là, on valorise quoi? Uniquement on valorise la rentabilité le chiffre d'affaires, la rentabilité, financière, etc. Le niveau des levées de fonds, la valorisation. Donc on dit, voilà, une licorne aujourd'hui, c'est 1 milliard de valorisation en France. Et nous, notre enjeu, c'était de valoriser des entreprises qui vont pouvoir être des jeunes entreprises, qui ont des innovations de rupture, qui ont moins de 10 ans, et qui peuvent être des licornes à impact, pas avec... Donc c'est pas le milliard le critère? Pas l'objectif de faire 1 milliard de valo, mais l'objectif d'avoir au moins 50 millions de coûts évités pour la société. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous les quantifiez, ça? Parce que c'est pas 1 milliard de valorisation, c'est facile. Hein. Alors c'est pas si facile. Non, mais bon, et je dis pas que c'est facile. Polémique, je dis pas que c'est facile à atteindre. Oui, effectivement, vous avez raison. Mais comment on quantifie les coûts évités à la société, en fait? L'enjeu de l'Impact 40, donc, c'est de valoriser cette nouvelle génération de start-up qui vont pouvoir devenir des licornes à impact. Et comment on les quantifie? C'est finalement assez simple, même si c'est après dans les détails ça peut être complexe, mais le principe est simple. Une entreprise comme May Santé qui permet aux parents dans les 1000 premiers jours de l'enfant d'avoir accès à un réseau de soins beaucoup plus facilement et d'éviter d'aller chez le médecin 3 fois par semaine comme chacun d'entre nous l'a peut-être fait. On a peut-être fait, oui. De se retrouver aux urgences, à engorger les urgences pour pas grand-chose. Elle permet et elle évalue assez rapidement les coûts évités qu'elle a sur la société en remboursement de médecins, en engorgement des urgences. Et donc, elle valorise sa performance économique, mais aussi sa performance sociale via des coûts évités. Évidemment, on sait aujourd'hui que la tonne carbone a aussi un prix. Donc, pour toutes les entreprises qui permettent une décarbonation beaucoup plus rapide du pays, on sait les coûts évités qu'elles peuvent avoir. Et c'est de la même manière que Jean Pisani-Ferry évalue le coût de la transition pour le pays. On sait évaluer le coût évité de la transition par les entreprises qui s'engagent. Et ça rejoint les enjeux, vous étiez déjà venu en parler, de bilan extra-financier, de CSRD. On y consacrera un chapitre dans cette interview pour savoir comment l'Europe est en train ou non de détricoter ce levier. Je voudrais qu'on donne quelques chiffres sur ces startups à impact. Chiffres qui datent de 2023, 1142 startups à impact. C'est vous qui les fournissez, 32 000 emplois créés, 10 milliards de fonds levés depuis leur création. Est-ce que ça progresse en 2024, est-ce que vous avez déjà les chiffres de l'année passée? Alors en fait, on va voir justement parce qu'on va sortir le nouvel index Impact 40 à Change Now, donc le 26 avril, et on pourra voir justement si dans un environnement où d'aucuns parlent un peu de backlash et de recul, on va en parler de ça aussi. Effectivement, il y a un recul ou pas. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, les signaux faibles nous montrent qu'il n'y a pas de recul de ces startups parce qu'elles sont ancrées dans le réel, parce qu'elles ont justement eu beaucoup moins des valorisations qui parfois étaient un tout petit peu extrapolées et qu'elles répondent encore une fois à de réels besoins. Elles sont dans quel secteur? Le secteur de l'énergie, par exemple? Il y en a beaucoup. Le secteur de l'énergie, mais aussi on a le secteur de la santé et des vulnérabilités. Donc on peut avoir le secteur de l'économie circulaire dont vous venez de parler. Bien sûr, on a des secteurs extrêmement divers finalement sur les enjeux de toute la palette finalement des enjeux écologiques et sociaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement comme ça s'équilibre entre le social, par exemple, il y a aussi l'emploi et la formation. On a des belles startups aujourd'hui sur la formation, l'orientation, et l'enjeu écologique. Et ça nous paraît intéressant de le souligner parce qu'on a eu des moments presque d'affrontement ou de questions. Est-ce que l'écologie allait prendre le pas sur le social ou l'inverse? Et on voit finalement que les problématiques de transition, elles concernent ces différents volets et qui vont ensemble et qu'on a des solutions qui grandissent. Un autre exemple, vous avez cité My Santé, mais un autre exemple peut-être, alors je ne sais pas, c'est vous qui choisissez dans le secteur de l'énergie, de l'économie circulaire, parce que finalement, là où c'est intéressant, c'est que ce sont souvent des entreprises qui ont un effet direct sur notre vie quotidienne, sur la vie quotidienne des Français. Exactement. Alors évidemment, on connaît tous l'application Phoenix sur le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, ils ont révolutionné Phoenix et Too Good To Go. Aujourd'hui, la question de traiter le gaspillage alimentaire, c'est non seulement
seulement une solution qui permet des coûts évités carbone parce qu'on gaspille moins, c'est aussi une solution solidaire. Alors on a les deux aspects et aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien des Français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces acteurs... Bon, évidemment, un grand acteur aussi qui va sortir cette année, parce qu'il aura plus de 10 ans de l'index, donc je peux en parler, c'est Back Market. De la même manière, il a révolutionné la consommation d'objets de réemploi. Donc, c'est concrètement des acteurs qu'on a intérêt à soutenir, à développer, parce que non seulement ils sont, ce sont potentiellement des champions économiques, mais aussi ils révolutionnent notre manière de faire et ils nous permettent de faire évoluer notre manière de consommer, de produire et de s'organiser en société. Est-ce que c'est une préoccupation féminine ? Je vous pose la question, et volontairement, pourquoi il dit ça, mais parce qu'en fait, en préparant l'émission, je vois qu'il y a plus de femmes, finalement, qui sont à l'origine, qui sont dans les équipes fondatrices de ces startups à impact. Alors, c'est un indice qui a surtout montré la grande diversité des fondateurs de startups à impact. Parce que oui, il y a une grande diversité femmes-hommes. Effectivement, on a plus de 53% de femmes dans les équipes fondatrices, ce qui est très différent. On ne trouvera pas ces chiffres ailleurs. Hein. Non, et voilà, on a une femme dans le Next 40 qui est rentrée récemment. Donc, effectivement, c'est différent. Mais c'est aussi différent sur la part de seniors, la part de personnes qui viennent de quartiers prioritaires, de jeunes. En fait, si on tire le fil, on a une vraie diversité. Alors, c'est intéressant. Nous aussi, ça nous a posé question. Et ce qu'on a compris, c'est qu'on est tellement sur des enjeux du quotidien, justement, de problématiques qui touchent les Français, que finalement, les bonnes idées et les bons business pour les résoudre, ils viennent d'acteurs très différents, avec des expériences de vie aussi très différentes. Et puis avec... Et souvent, ils ont été confrontés à une situation, ils se disent, tiens, de cette situation, ça me donne l'idée de créer une boîte qui va améliorer le quotidien, le mien et puis celui des gens autour de moi. Quoi. Exactement. Ouais. Et puis évidemment, avec des niveaux de valorisation financière attendus qui sont... beaucoup moins importante. Donc finalement, on est moins dans un stéréotype d'une personne qui a un peu le parcours obligé de l'entrepreneur. On a une diversité de parcours. Et en ça, du coup, on retrouve une diversité femmes-hommes, mais comme d'autres critères. D'accord. Je voudrais qu'on parle des nouveaux imaginaires en m'appuyant sur cette tribune publiée dans Le Monde début janvier avec plusieurs responsables de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes aussi vice-présidente de la Chambre de l'économie sociale et solidaire française. Et vous écrivez ceci: pour éviter un dérèglement civilisationnel, il est nécessaire de rendre attirant le contenu de la transition écologique. Alors là, on touche à une thématique qui nous tient à cœur ici à Smart Impact. C'est la question de l'acceptabilité. C'est quand même devenu un frein majeur à la transition aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a loupé ? Nous, je mets volontairement le « nous » des médias aussi. Ce qu'on analyse, c'est que le backlash dont on parle tous les jours, il n'existe pas réellement aujourd'hui dans la population française. On a beaucoup étudié les chiffres qui sortaient d'une étude récente de Parlons Climat, qui est donc un institut de sondage spécialisé sur ces questions. Très probablement, il y a eu un clivage beaucoup trop fort entre les tenants d'une transition très rapide et en même temps les tenants d'une volonté de ne rien faire et de laisser passer. Et pourtant, aujourd'hui, les Français sont très conscients qu'il va falloir faire évoluer les choses, qu'il y a une problématique écologique, une problématique sociale, et ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Même les climato-sceptiques aujourd'hui... Ils ont quand même plus voté RN que Europe Écologie Les Verts aux européennes. Hein. Oui, mais justement, est-ce que l'écologie, aujourd'hui, la prise de conscience écologique, est-ce qu'elle se traduit dans ce vote ? Aujourd'hui, les études ne le montrent pas. Montrent même que des climato-sceptiques, donc vraiment la partie la plus rétive, sont d'accord pour des évolutions de politique publique sur ces enjeux. Donc, en gros, notre enjeu, c'est comment on rend ça désirable, mais possible. Et donc, sortir
les citoyens, mais nous, pour notre côté, les entreprises, des injonctions contradictoires. Nous, on pousse les entreprises à voir loin, à avoir des stratégies à long terme et donc à accepter, à soutenir des dynamiques de transformation qui leur permettent de dérisquer aussi leur vie actuelle et future et de voir les opportunités. Et donc de ne pas forcément tenir compte, pardon de vous interrompre, mais de ne pas forcément tenir compte du yo-yo électoral parce que quand on voit la situation aux États-Unis, la guerre faite par l'administration Trump, il s'est entouré de pas mal de climato-sceptiques, Donald Trump. Sur tous ces enjeux, notamment environnementaux et sociétaux d'ailleurs. Bon, les entreprises, elles font quoi? Elles continuent de tailler leur route, même s'il y a un pouvoir puissant qui dit bah non, on arrête tout. On reprend des pailles en plastique à usage unique. Alors, c'est un pouvoir puissant qui dit on arrête toute réglementation. Après, il n'empêche qu'aux États-Unis, il reste des investissements extrêmement forts dans la transition. Oui. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. C'est pour ça que je vous pose la question de la stratégie de l'entrepreneur, homme ou femme, face à ça, à ce yo-yo électoral. Eh ben, il y a deux choses. Il y a comment aujourd'hui, justement, j'accompagne mon entreprise en toute transparence à regarder comment je suis pérenne et comment j'intègre la réalité du monde tel qu'il est pour accompagner la pérennité de mon entreprise. Évidemment, comme le disent plein d'investisseurs à qui on dit « Oh, vos fonds climat », la décarbonation, ce n'est pas une histoire d'hier, c'est une histoire de demain. De toute façon, les enjeux écologiques, ils arrivent. Le réchauffement climatique arrive. Donc aujourd'hui, on a mais il y a de grandes banques américaines, des sociétés de gestion américaines qui se sont retirées des accords internationaux, net zéro, alliance, etc., etc. Enfin, c'est factuel, ça. La question, c'est est-ce qu'ils se retirent pour faire plaisir, voilà, et pour arranger leurs affaires publiques, comme on dit, mais est-ce qu'ils vont continuer à le faire ou pas? C'est une question. Là, on est en train de regarder et de voir ce qui va se passer. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a plein d'entreprises plus ou moins engagées, qui sont sur les territoires, qui vont être impactées par le changement climatique, qui vont être impactées par la transition écologique, qui ont des enjeux sociaux, par ailleurs, d'inclusion, d'attraction de nouveaux talents. Et donc, ces questions, elles ne fluctuent pas par rapport à l'actualité. Mais là, moi, vous prêchez un convaincu. Et donc, je suis évidemment, mais... notre enjeu, c'est de rationaliser et d'objectiver tout ça. Comment aujourd'hui... Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le backlash dont vous parliez ou l'inquiétude d'une partie des électeurs. Parce qu'il y a un moment où si élection après élection, ce ne sont pas ces enjeux-là qui priment, il y a un moment où les politiques publiques finiront par tenir compte de ce que les électeurs disent. C'est là où vous avez raison. Oui. Il y a un enjeu hyper fort et c'est pour ça que nous, on garde une position très forte sur la voix et l'échange avec les acteurs publics. Et il y a un risque avec un retrait de politique publique qui favorise la transition. Parce que, bien sûr, dans l'absolu, c'est mon intérêt, mais surtout à court et moyen terme, comment j'arrive à asseoir une compétitivité, un business, si je ne suis pas soutenue dans cette transition, qui coûte, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que nous, on multiplie les échanges avec les pouvoirs publics pour, évidemment, que le recul ne vienne pas surtout des pouvoirs publics. Pour continuer à avoir une confiance dans leurs paroles. Et effectivement, les allers-retours, les atermoiements des acteurs publics sont une catastrophe pour les acteurs privés, parce qu'ils parient aussi sur cette parole et sur ces évolutions de réglementation pour construire leur stratégie. Donc nous, notre enjeu, c'est qu'il y ait une parole politique qui soit stable, qui soit solide, pour que les entreprises puissent accompagner leur transformation et leur stratégie à moyen et long terme. Ouais, on va parler de l'économie sociale et solidaire, de ce qu'elle pèse dans notre société et pour ça, je vais m'appuyer sur une question de votre président, parce que vous êtes vice-présidente de SS France. Oui. C'est Benoît Hamon qui était à votre place la semaine dernière. Voilà sa question. Salut Caroline. En fait, j'ai une question, elle n'est pas piège, je te promets, mais je vais vraiment regarder la réponse que tu vas nous faire. Bon, évidemment, tu es à la tête du mouvement Impact France. Tu as des idées très précises sur la façon dont on peut permettre le changement d'échelle de l'ESS. Alors, ma question est simple. Comment augmente-t-on la part des entreprises de l'ESS dans l'économie ? Quelle stratégie et surtout, quels objectifs raisonnables à aller à échéance de 2050 ? J'ai l'impression qu'on est dans une réunion de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Comment faire changer d'échelle, en fait, à l'ESS ?
Cette question, elle se pose dans la stratégie globale d'Impact France. Impact France, c'est un mouvement qui aujourd'hui réunit 30 000 entreprises qui sont engagées pour intégrer l'impact au cœur de leur modèle d'une manière ou d'une autre. L'enjeu, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises et donc une part d'entreprises de plus en plus importante qui l'intègrent. Elles ne vont pas toutes l'intégrer de la même manière. Et donc, notre travail, c'est de soutenir les pionniers. Donc, on a parlé d'Impact 40, on a parlé de ceux qui l'ont au cœur. Et en même temps, de faire la voiture balai, c'est-à-dire d'accompagner toutes les entreprises à monter leur niveau d'exigence. Pour qu'on puisse avoir aussi une concurrence juste, pour que ceux qui s'engagent ne soient pas défavorisés par rapport aux autres. Ça veut dire pas forcément embrasser le modèle de l'économie sociale et solidaire, avec tout ce que ça représente en matière de redistribution ou non-redistribution de dividendes, etc. etc. C'est ce que je comprends. Ça veut dire que tout le monde n'aura pas vocation à le faire, mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'ESS, qui pèse aujourd'hui 10% de l'économie, est vraiment le pionnier qui peut tirer et qui tire déjà la transformation. Et donc, notre intérêt, justement, partagé avec Benoît, c'est comment, de ces 10%, on arrive à faire 20%, et comment, finalement, les principes de l'économie sociale et solidaire, donc la limitation de l'impact négatif, l'impact positif, tout ça, c'est dans l'ESS, et le partage du pouvoir et de la valeur, qui sont le socle sur lequel on solidifie une stratégie qui n'est pas seulement axée sur la rentabilité, peuvent se développer. Et donc, il y a deux volets pour faire grandir ce modèle. Il y a comment on arrive à développer des incitations claires et une prime finalement à l'engagement. Donc ça dépend des pouvoirs publics ? Et ça dépend des pouvoirs publics. Et comment aujourd'hui, dans certains secteurs clés où on a vraiment des alliances publiques-privées, on peut renforcer très fortement la part de l'économie sociale et solidaire. Ces modèles hybrides, ces modèles nouveaux, ces modèles non lucratifs à lucrativité limitée. On pense aux personnes âgées, on pense aux enfants, donc tout le travail sur la vulnérabilité, on pense à l'économie circulaire. Donc, Benoît Hamon disait, est-ce qu'il ne faut pas sortir finalement les EHPAD et les crèches du secteur lucratif, du secteur privé ? Comment, avec l'économie sociale et solidaire, on peut faire des alliances publiques-privées sur à haute valeur sociale ajoutée. Et après, donc ça, c'est l'incitation. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est quoi ? Le deuxième, c'est la pollinisation. C'est comment on arrive à ce que ces principes puissent driver finalement l'ensemble de l'économie. Et donc, quand on compare les entreprises entre elles, on a une prime à celles qui sont les plus engagées. Et donc, on arrive à montrer, à différencier les niveaux d'engagement des entreprises. Pourquoi ? Parce que même si vous disiez tout à l'heure, il y a un recul peut-être de l'acceptabilité et de l'envie, il y a tout de même aujourd'hui 75% des salariés qui regardent le niveau d'engagement de leurs entreprises pour les choisir. Il y a aujourd'hui dans les consommateurs une prime au Made in France, une prime au bio. Elle reste et elle redevient forte. Donc voilà, il y a eu des modulations, mais on voit que ça reste une tendance de fond. Donc aujourd'hui, accompagner à soutenir les pionniers beaucoup plus, voire retravailler presque des exclusivités et en même temps pousser tout le monde pour et permettre la différenciation, c'est ça qui permet vraiment de driver une économie avec beaucoup plus d'intérêt général. Encore faut-il que l'Europe ne revienne pas sur ses ambitions, notamment en matière de bilan extra-financier, la directive CSRD. La dernière fois que vous êtes venu, c'était quelques jours, je crois, après que le commissaire européen Stéphane Séjourné, commissaire français, ait quasiment évoqué l'hypothèse d'une suppression du reporting extra-financier. On n'en est pas là, c'est plutôt l'histoire d'une simplification, c'est ce qu'on appelle, je crois, la directive Omnibus. Vous avez travaillé à faire passer vos arguments. On en est où aujourd'hui, tout simplement ? Aujourd'hui, on a réouvert en fait la boîte de Pandore, donc le Green Deal va être rediscuté au Parlement et après au Conseil européen. Donc aujourd'hui, on en est à rediscuter les contours du Green Deal. Donc avec un risque de recul, mais tout n'est pas perdu, c'est ce que... En fait, un risque avéré, donc ça sera de toute façon moins 10 ans par rapport à ce que ça a été. Le risque aujourd'hui est qu'il puisse faire table rase totale du Green Deal.
Il existe encore ce risque? Il existe complètement. Il existe complètement parce qu'on peut avoir une alliance. Aujourd'hui, on a des climato-sceptiques qui se renforcent, une extrême droite qui se renforce au Parlement. Et donc le risque, il existe et il existera jusqu'à la fin de l'année. La question aujourd'hui qui est posée à l'Europe, parce qu'en face de cette rediscussion de CSRD, CS3D, il y a aussi le Clean Industrial Deal, donc, qui, à l'inverse presque, reprend beaucoup de nos propositions sur le soutien à l'économie circulaire, sur le soutien à l'industrie verte, sur les privilèges sur la commande publique. Enfin, donc la question... Qui est aussi discutée au Parlement européen. En ce moment. Donc la question, c'est la boussole. Comment on retravaille aujourd'hui une boussole? Donc tout n'est pas perdu, c'est sûr. Il y a des feux et des contre-feux. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir une boussole cohérente pour les entreprises. Ouais. C'est ce qu'elles demandent. C'est que rapidement, on puisse avoir une cohérence pour qu'elles puissent se reprojeter. Mais vous proposiez, vous avez fait un certain nombre de propositions, notamment une simplification pragmatique. Vous êtes d'accord pour dire que la CSRD version 1, elle est trop compliquée, quoi? C'est sûr. En gros, il faut absolument simplifier. Il faut développer des lois qui sont plus axées sur la pratique des entreprises. Donc nous, vraiment, on y travaille. La question, c'est pas celle-là, finalement. La question de comment elle doit être travaillée, mais la question, c'est plutôt celle de la vision, du pourquoi, de dans quel cadre vont pouvoir opérer les entreprises. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la réglementation, la norme, elle peut être rediscutée, mais qu'est-ce qui va avec la norme? Comment on protège les entreprises? Comment les entreprises qu'on incite à avoir des normes écologiques et sociales de meilleur niveau, ce qui est sûrement finalement très accepté par les citoyens et voire demandé par les citoyens, comment ils peuvent être protégés et donc pas en concurrence? C'est la question du Mercosur, c'est la question de la concurrence avec internationale. Est-ce qu'on peut aligner les normes de la concurrence ou pas? Donc, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied quand on monte nos normes? La deuxième question, c'est celle de l'investissement. Et aujourd'hui, on voit des milliards en Chine, mais aussi aux États-Unis encore, sur l'investissement vert, sur l'innovation verte, sur l'innovation sociale aussi. Comment aujourd'hui on est en capacité de monter le son sur ces sujets? Merci beaucoup Caroline Néron et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique innovation. Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Arnaud Chollet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Cyclamen, vous l'avez créé en 2012, fin 2012 avec Adrien Antonen et Michel Delin. Quelle idée, quelle ambition? Racontez-moi. Justement, c'est surprenant parce qu'on n'avait pas d'idée, mais on avait une vraie ambition. Oui. En fait, tout s'est fait dans le nom. Cycla, parce qu'on voulait travailler sur le cycle des choses pour essayer de régénérer des matières. Oui. Men, parce qu'on était 3 hommes à le créer. Et c'est la femme justement de Michel qui a trouvé Cyclamen, c'était notre symbole, une fleur, pour essayer d'avoir un impact positif sur l'écologie. Et alors, vous faites quoi? Et en fait, au début, on a fait plein de choses. On était persuadés que ça allait fonctionner. Et on est tombé en cherchant sur la valorisation des métaux non ferreux. Et dans cette valorisation des métaux non ferreux, il y en a beaucoup. On s'est rendu compte que l'aluminium était un métal super intéressant parce qu'il aide à la transition écologique. Parce qu'il est léger, il est solide. Et quand on le retrouve dans le recyclage, il a déjà fait son cycle carbone. Donc le fait de le remettre dans l'économie circulaire, on baisse l'impact carbone. Donc on fait un truc super intéressant. Donc vous travaillez plutôt sur l'aluminium. Mais quand on parle de métaux non ferreux, un tout petit peu de pédagogie, c'est quoi? Alors métaux non ferreux, c'est un métal qui ne prend pas d'aimant. C'est-à-dire que si vous faites à manger en ouvrant une boîte, vous mettez un aimant dessus, c'est donc un métal non ferreux. D'accord. Par contre, si vous faites une papillote avec du poisson, vous le faites dans l'aluminium, si vous mettez un aimant dessus, il ne se passe rien. Donc c'est la définition d'un métal non ferreux. D'accord. Donc un métal non ferreux, pour le retrouver, un aimant ne permet pas de le retrouver. Par contre, il y a d'autres technologies pour le retrouver. Et un métal non ferreux, il est assez intéressant parce qu'il va avoir d'autres propriétés de conductivité comme le cuivre ou l'aluminium qui est super intéressant entre autres pour les aliments. On a des canettes en aluminium. Bien sûr. Ou pour faire des voitures plus légères dans des voitures électriques. Et alors pour recycler ces métaux non ferreux, et peut-être on va se concentrer sur l'aluminium, est-ce que ça suppose, est-ce qu'il y a de l'innovation? Est-ce que vous avez dû réfléchir à des procédés ou est-ce que les procédés existaient, vous les avez simplement entre guillemets appliqués?
Alors nous, notre grand truc, c'est qu'on a pris des mélanges de métaux non ferreux qui venaient de ce qu'on appelle les centres d'incinération des déchets ménagers. Donc ça veut dire que le matin, quand vous ouvrez votre yaourt et un opercule là, avec un peu d'aluminium, si vous le jetez dans la poubelle grise, tout ça, ça va être incinéré, parce qu'il y a plein de choses qui sont des dérivés pétroliers, du plastique, etc. Et ça va créer de l'énergie. Et à la fin, il va rester des cendres. Et dans ces cendres, votre opercule de yaourt, il va être une petite bille d'aluminium. Et une fois que ça, on arrive à le retrouver, nous, on a mis de la technologie, c'est entre autres plein de successions de rayons X, où on va dire, ce bout d'aluminium, là, on est capable de le remettre à tel niveau pour refaire quelque chose. Ça veut dire que notre job, il est d'identifier en fait exactement les alliages aluminium, pour dire on va le remettre tout en haut, ce qui s'appelle vraiment le recyclage, pour refaire quelque chose. Et ça, on le refait pour fournir une industrie. Donc on devient un premier maillon de la réindustrialisation française. Mais ça veut dire que vous recréez de l'aluminium qui va être utilisé comme l'aluminium initial d'une certaine façon par l'industrie ? Exactement, c'est ça qui est fou. Et on le fait sans avoir besoin de le fondre. Donc en fait, nous, on va fournir des industries qui disent, moi j'ai besoin de tel alliage, j'ai besoin de faire une baie vitrée, donc il me faut telle caractéristique. Et nous on va dire, ok, on va vous fournir telle caractéristique. Pour avoir les idées en tête, quand je fournis un camion d'aluminium, on en fournit à peu près un par jour actuellement, donc 25 tonnes. 25 tonnes, c'est 3 millions d'analyses. Parce que j'ai analysé chaque grain. Donc quand je fournis 25 tonnes avec 3 millions d'analyses, je dis, je suis capable de m'engager sur telle et telle précision. Et ça, on est les seuls en France et en Europe à le faire. Et vous récupérez des cendres des usines d'incinération, en fait ? Alors c'est là où il y a un truc super intéressant, c'est qu'on les récupère surtout pas. Bon, Mais alors vraiment surtout pas. Dans les cendres d'incinération, il y a entre 1 et 2% de métaux non ferreux purs qui sont laissés là-dedans, donc c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, si on les extrait pas, ils sont perdus à vie. Alors c'est dommage, ça a une valeur écologique et financière, donc il faut trouver un moyen pour les récupérer. Alors les très grands centres ont investi, mais il y a des centres intermédiaires où il n'y a pas de modèle à investir. Et nous en fait on a investi nous-mêmes dans des installations mobiles. Une espèce d'usine mobile, d'accord, où là on fait l'inverse. Alors on apporte de la techno, on se met à côté des cendres, on passe les cendres dans nos installations mobiles pour en extraire les métaux non ferreux, qui après vont venir dans notre usine qui est en Moselle, où là on va faire ce cycle pour remettre des métaux non ferreux dans l'économie circulaire. Et alors vous avez été classé le mois dernier parmi les 500 entreprises françaises en plus forte expansion, 48e place, bravo, merci. Félicitations. Alors, c'est certainement vos qualités. Est-ce que vous êtes aussi porté par un marché mondial du recyclage qui est en forte croissance ? Alors, le marché est en croissance, c'est une évidence. Maintenant, notre particularité, c'est que nous, on a géré cette croissance-là en l'autofinançant. C'est-à-dire qu'on fait partie des gens c'est le principe de l'innovation, vous avez développé quelque chose, vous pouvez capter un marché parce que vous avez innové. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, c'est le débat de fond. Si on a fait quelque chose, c'est cet aluminium, de le remettre dans l'économie circulaire, vous avez un vrai impact à le faire. Donc l'innovation permet de le faire, et on est aussi dans le capitalisme, il faut le faire en gagnant de l'argent. Et donc on a réussi à mixer les deux, ça c'est pas commun. Merci beaucoup Arnaud Chollet, bon vent à Cyclamen. Merci, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.